Donc, en fait, je vais aborder le problème de la chirurgie hépatobiliaire. C'est une chirurgie complexe et ça pose le problème de chirurgie et communication au sens large. En fait, le problème, c'est qu'en chirurgie, on est devant des situations complexes qui ne sont pas toujours des situations complexes pour des problèmes techniques. C'est parfois pour les problèmes techniques, parfois pour les problèmes oncologiques, parfois pour les problèmes éthiques. Et finalement, les problèmes techniques sont les problèmes les plus simples. Donc en fait, ça c'est un problème technique. Typiquement, vous voyez, c'est une opération difficile avec une tumeur qui est mal placée. Donc ça, c'est expliquer à un malade que c'est difficile techniquement, mais ça, il peut le comprendre. Alors l'autre problème qui est plus fréquent et qui est beaucoup plus compliqué, c'est les problèmes oncologiques qui sont des alternatives thérapeutiques. Typiquement, ça c'est un malade qui a 10 métastases hépatiques de cancer du côlon. Eh bien, la chirurgie qu'on va lui proposer, ça va être des métastases hépatiques avec des hépatectomies en 2 temps, etc., etc. Très compliqué. Et peut-être que la chimiothérapie donnera des résultats vraisemblablement équivalents en termes de quantité de vie. Et donc, on va aborder dans cette problématique-là des problématiques qui sont des problématiques de... Ça marche si je fais... Non. Des problématiques de qualité de vie. Et donc c'est ça qu'il faut intégrer, c'est qu'on est de plus en plus dans ces problématiques-là quand on fait de la chirurgie hépatique, et c'est vrai, je suis sûr, dans d'autres chirurgies aussi, c'est qu'on est challengé par des traitements de plus en plus efficaces avec des chimiothérapies qui, en termes de quantité de vie, sont probablement aussi bien que ce qu'on fait nous en chirurgie. Et c'est là où il faut faire intervenir non plus la quantité de vie, mais la qualité de vie comme objectif. Et c'est vrai aussi, par exemple, dans la cirrhose, où là, on peut se poser des questions entre une destruction locale pour une tumeur au milieu du foie qui va donner, en termes de résultats, peut-être un peu moins bien. Mais ici, l'alternative, ça va être une hépatectomie droite, après une chimioembolisation et une embolisation portale. C'est une chirurgie très longue, avec une différence de résultat qui est parfait, modérée. Ça, c'est les problèmes oncologiques, qui sont des problèmes actuels, c'est-à-dire des problèmes de qualité de vie versus quantité de vie, où il faut donc que le malade ait particulièrement bien compris la situation dans laquelle on se trouvait, parce que je pense qu'il faut qu'il comprenne ces difficultés. L'autre problème, c'est ça, c'est les problèmes éthiques. Le problème éthique, pour moi, le plus compliqué, c'est l'hépatectomie droite pour don vivant. C'est-à-dire qu'en fait, ça, techniquement, c'est pas très difficile de faire une hépatectomie droite sur un foie sain. En revanche, ça pose des vrais problèmes éthiques. Pose des vrais problèmes éthiques parce que faire une hépatectomie droite sur un foie sain, ça veut dire qu'on va faire une grosse opération à un malade qui n'est pas malade et qui le devient parce qu'on lui a fait une hépatectomie droite. Et donc, on va prendre un risque de mortalité, un risque de morbidité qui n'est pas complètement nul, qui peut être envisagé parce que c'est réalisé, donc c'est pas délirant de faire ça. Mais il faut savoir qu'on est dans une situation comme ça où on a des problèmes d'accès au greffon et que finalement, la transplantation hépatique, c'est quelque chose qu'on propose pour des patients qui ont des tumeurs du foie, même de carcinome hépatocellulaire, et que finalement, lorsqu'on compare la transplantation hépatique à donneur vivant versus la transplantation hépatique classique, c'est-à-dire un patient décède et on prélève son foie et il est donné en entier à quelqu'un, et ben en termes de résultats à long terme entre le donneur vivant et le donneur cadavérique, il n'y a pas de différence entre les deux. Vous voyez que ça ici, c'est le donneur cadavérique 70%, 84%, c'est pas significatif. Il n'y a pas de différence en termes de survie à long terme entre le donneur vivant et le donneur cadavérique chez un patient qui a un carcinome hépatocellulaire. Alors le problème, c'est que c'est des statistiques. Ça, c'est des statistiques, ça veut dire qu'en fait, lorsque vous êtes devant le malade, sur les données des statistiques, vous ne pouvez pas lui dire vaut mieux que je vous donne plutôt un donneur vivant parce que vous donneur vivant, votre survie à 5 ans sera meilleure parce que dans l'état actuel des choses, on n'a pas démontré que ça avait un intérêt. Donc en fait, quand on est devant un malade, on est dans cette problématique-là. Et en fait, moi, quand je pense au donneur vivant, eh bien, je me dis finalement, l'hémi-foie droit du fils de M. Durand, il va permettre à M. Dupont de recevoir le foie entier que M. Durand n'aura pas à utiliser. Voilà. La question, c'est que c'est un peu compliqué, mais en fait, la réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je vais donner un foie qui va permettre à quelqu'un d'autre d'être transplanté. Donc, en termes de... Pour M. Durand, il s'en fout, lui, de M. Durand, sauf si M. Durand est copain avec M. Dupont. Et donc, la vraie question, elle est là. C'est est-ce qu'il faut pousser le bouchon jusqu'à expliquer la finalité de la chose et la réalité de la complexité de la chose aux patients? Moi, mon avis est plutôt oui. Et donc, moi, j'explique parce que je pense que les gens ne sont pas des cons, pour reprendre l'expression de Jacques Belghiti, et qu'ils sont tout à fait capables de comprendre la problématique. Alors,
comme c'est souvent compliqué d'expliquer des choses, eh bien, j'ai essayé justement de développer des moyens pour que les gens comprennent les situations dans lesquelles je me trouve et quand il faut que je fasse des choix. Alors, vous me direz, c'est un peu à double tranchant parce que finalement, je demande à un malade de choisir pour moi. Et mon boulot, c'est de choisir. Parce qu'en fait, mon problème, c'est pas de faire des gestes chirurgicaux, parce que ça, n'importe qui peut faire, est capable de faire un geste chirurgical qui finalement vous opérez longtemps, au bout d'un certain temps, tout le monde sait faire de la chirurgie plus ou moins bien, mais tout le monde sait en faire. La problématique, c'est la problématique de savoir prendre des choix, prendre des décisions. Et en fait, derrière cette volonté d'information malade, il y a aussi quelque part qui est je me défausse pour que le malade prenne la décision à ma place. Et toute la problématique et toute la dualité du problème, elle est là. C'est que ce n'est pas toujours aussi simple. Toujours est-il que la problématique, elle est là, c'est le balance bénéfice-risque. Lorsqu'on a une décision versus une autre, on est systématiquement actuellement dans des problématiques comme ça, où on prend des risques. Et le problème, c'est que pour répondre à la question de la balance bénéfice-risque, eh bien, on se base sur des données qui sont des données de cohorte, qui sont des données statistiques. On prend des décisions sur des études contrôlées, on prend des décisions comme ça. Et j'aime beaucoup cette phrase de Bruno Falissard, qui est statisticien, psychiatre et polytechnicien, c'est vous dire s'il est stupide. Ce monsieur, il dit un truc très très vrai, il dit « la statistique se marie mal avec la singularité de la médecine personnalisée actuelle ». Et c'est ça la réalité. Et c'est pour ça que je suis souvent attaqué sur ce point, mais je tiens bon parce que je reste persuadé que si on veut faire entrer tout le monde dans des cases, eh bien, on va stériliser l'esprit et on n'y arrivera pas et on va simplifier les choses de manière à les faire rentrer. Et je ne suis pas sûr qu'on soit proche de la vérité. Alors, de l'autre côté, évidemment, quand c'est trop compliqué, eh bien, on n'arrive plus à prendre de décision. Alors, pour pouvoir justement essayer d'éviter de faire cette simplification du monde pour le faire entrer dans une case A ou une case B qui marche assez bien pour les médicaments mais qui ne marche pas pour de la chirurgie, parce que la chirurgie, ça reste un métier manuel, on a chacun notre manière de faire, lui il va drainer, moi je ne vais pas drainer, mais dans le protocole. Donc ça reste un métier manuel. Alors qu'un médicament, c'est un médicament A versus un médicament B, il y a quand même plus de choses similaires par ailleurs. Mais la chirurgie, ça reste un métier manuel, et c'est pour ça qu'avec Olivier Farge, Emmanuel Boslavski, on a développé cet observatoire dont je viens de parler, qui est un observatoire qui a pour objectif de mesurer justement la capacité d'un modèle pronostic qui fait intervenir des datas par rapport à un chirurgien qui va prendre des avis sur un malade. Et donc on a fait cette étude multicentrique, 946 patients, et finalement on posait la question je vous parlais tout à l'heure sur est-ce qu'un chirurgien a la capacité de prévoir la durée d'hospitalisation d'un malade, donc justement d'anticiper cette problématique de balance bénéfice-risque en fonction de l'œil habitué du chirurgien. Et vous voyez, on a vérifié, on a posé donc la question à plusieurs chirurgiens experts, est-ce que vous êtes capable de prédire la morbidité? Et en fait, on voit qu'on se trompe dans à peu près 30% des cas, et que finalement, un chirurgien a beaucoup de difficultés à évaluer la durée d'hospitalisation d'un malade. Et ce qui est intéressant, c'est que l'implémentation de l'intuition du chirurgien à des modèles pronostiques basés sur des données objectives préopératoires, c'est-à-dire l'âge, le poids, la taille, le fait qu'il soit hypertendu, pas hypertendu, bref, des choses que peuvent récolter une machine ou quelqu'un qui rentre des... Et bien en fait, elles font aussi bien que le chirurgien. Donc le chirurgien n'arrive pas à prédire correctement les choses. Donc finalement, je vous disais que les statistiques ne pouvaient pas prédire, et ben ça marche quand même pas si mal que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir continuer à travailler comme ça et à embrasser toute la complexité du monde sans vouloir faire rentrer des gens dans les choses, il faut collaborer pour avoir plein de data, pour pouvoir justement avoir suffisamment de puissance pour pouvoir répondre à des questions, même lorsqu'il s'agit de choses très compliquées. Alors, pour ça, on a fait cet observatoire, c'est l'Observatoire national des hépatectomies, dans lequel maintenant il y a plus de 3000 malades sur 5 sites, Amiens, Clichy, Beaujon, Lyon et Villejuif depuis juin 2012. On est en 2016, ça continue. J'arrive à chaque fois à trouver des financements pour avoir justement
des financements pour payer cette tech. Cette tech, c'est cette dame qui est là tous les matins au staff, qui est assise à côté de moi et qui recueille des informations qu'elle entend. Et après le staff, elle va voir dans les dossiers ce qui est écrit, et elle va voir les malades et elle les interroge. Vous avez mal. Enfin, il se passe vraiment quelque chose. Elle n'est pas docteur, elle est juste là pour recueillir l'information. Elle n'a aucun rôle thérapeutique, elle est juste à observer ce qui se passe. Et donc, elle recueille tout ça. Et la particularité de ce truc, c'est que non seulement ça permet de faire de la recherche clinique, mais en plus, ça permet de faire des comptes rendus opératoires, ça permet de faire des comptes rendus d'hospitalisation automatisés, et ça permet de faire du codage. Vous savez que les hôpitaux, en tout cas en France, sont payés en fonction de ce qu'on appelle les groupes homogènes de patients. C'est-à-dire que l'État français donne 250 € si je fais une hépatectomie droite à un type de 25 ans. En revanche, il donnera 2500 € si je fais une hépatectomie droite à un type de 70 ans qui est diabétique, hypertendu, etc., etc. Donc, tous les éléments qui vont alourdir le cas patient, qui vont être donc recordés dans cette base de données, vont avoir un impact financier direct sur le fonctionnement de l'hôpital. Et donc, évidemment, il y a un intérêt à ce que cette morbimortalité soit bien donnée. Donc, en fait, c'est ça qu'on est en train de développer. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que, finalement, on a besoin d'outils qui vont permettre d'améliorer cette communication entre des humains et des bases de données. Alors, actuellement, les outils sont d'autres humains, c'est-à-dire c'est la dame qui remplit, mais c'est pas un outil, la dame. Elle a quand même, des fois elle est fatiguée, des fois elle n'est pas fatiguée, des fois elle fait bien. Ça reste quand même un humain avec ses avantages et ses inconvénients. Et donc il faut inventer des outils qui permettent de faire des choses beaucoup plus automatisées. Et c'est pour ça que tout à l'heure on se battait un peu contre Google et compagnie qui récoltaient les datas. Moi personnellement, ça ne me gêne absolument pas que Google récolte mes datas. Je m'en fous, j'ai rien à cacher. Et c'est pas grave. En revanche, ce que j'aime bien, c'est de pouvoir savoir que mon avion il est en 4 heures, que je ne vais pas le louper parce qu'il a vu que... Et ça, je trouve ça... J'ai beaucoup plus à perdre de ne pas avoir Google qu'à gagner. Voilà. Donc, moi, personnellement, je m'en fous qu'ils prennent les datas. Je leur fais confiance. Mais j'ai peut-être tort, mais je leur fais confiance. Alors, le truc, c'est que... Ça, c'est très vrai. C'est que la communication consiste à échanger les informations et en fait c'est très important, c'est parce que la connaissance est une information dans un contexte. C'est-à-dire qu'il faut absolument faire la différence entre la communication où moi je peux vous parler de chirurgie hépatique très complexe, on va communiquer, mais vous n'allez rien comprendre parce que vous n'avez pas à avoir le contexte et vous n'allez pas saisir les choses. Donc il faut vraiment que la communication, ça ne s'arrête pas juste à transférer une information d'un point A à un point B, c'est que ça soit compris. Et finalement, il y a une inégalité devant la connaissance parce que au terme d'une consultation d'une RCP, le chirurgien a identifié la complexité d'une situation, mais pas le malade. Parce que lui, il ne sait pas dans quelle situation il est. Et le rôle de la consultation, ça doit être d'informer le malade pour lui permettre une décision médicale partagée. Parce que cette décision médicale partagée, c'est quelque chose qui est dans la loi. En tout cas, dans la loi française, il y a écrit noir sur blanc dans l'article L 1111-2 du Code de la santé publique, l'information est un droit fondamental de la personne soignée par qu'elle conditionne le consentement éclairé, elle permet une décision partagée. Donc normalement, quand vous traitez un malade, vous devez, à la fin de la consultation dans laquelle vous allez évoquer le traitement, le monsieur doit avoir compris la raison pour laquelle on va l'opérer, on a décidé de l'opérer. Alors, comme je dessine très très mal, eh bien, j'ai essayé de développer un instrument pour remplacer les petits dessins pourris que je faisais sur le coin d'une table. Et donc, j'ai inventé ce truc-là avec l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et en fait, c'est un outil de communication médecin-malade qui a pour objectif de standardiser la communication médecin-malade dans le domaine de la chirurgie hépatique. Je vais vous montrer en pratique comment ça ressemble. Alors, j'étais un peu plus jeune et je m'étais dit, tiens, on va gagner de l'argent avec ce truc-là, on va le vendre, etc. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte qu'il n'y avait pas de marché. Il n'y avait pas de marché parce que on n'a jamais réussi à le vendre. Cependant, ce truc-là, il existe. Il est gratuit sur Internet. Il a été financé en grande partie par l'assistance publique des hôpitaux de Paris. J'y travaille et c'est pour ça qu'il est gratuit sur les serveurs de l'assistance publique. Et c'est vrai que cet outil, aujourd'hui, ne rapporte pas d'argent. Il ne rapporte pas d'argent parce que c'est très difficile de mesurer qu'est-ce que ça rapporte comme argent d'informer correctement les malades. Il faudra faire une étude sans et avec l'outil pour voir si le fait que le malade soit bien informé va faire qu'il y a moins de durée d'hospitalisation,
moins angoissé, moins tout ça. Donc c'est pour ça que cette étude, j'ai essayé de la faire. On m'a dit que j'avais un conflit d'intérêt et qu'on ne pourrait pas la faire. Donc voilà, elle n'a jamais eu lieu. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça existe. Ce que je sais, c'est que ce truc-là, c'est utilisé par de plus en plus de gens qui, finalement, sont en train de faire avancer l'idée. Et en fait, ça, c'est la brique qui me permettra de faire beaucoup, beaucoup de choses. Et le beaucoup, beaucoup de choses, peut-être que comme ça, un jour, je m'achèterai une Ferrari, je ne sais plus où est mon pote, là, eh bien, je la prendrai bleu marine. Ça, tu vois, c'est l'outil qui me permettra de fabriquer, la baraque en question. Donc, le truc, c'est que l'idée, c'est ça, c'est que c'est une application qui a pour objectif d'être une modélisation réaliste et personnalisée. Quand je dis qu'elle est réaliste, ça veut dire que c'est quelque chose qui va apporter l'information nécessaire et suffisante pour que le malade comprenne ce que c'est que l'anatomie du foie. Elle est personnalisée par le fait que dans ce modèle réaliste, je vais aller déposer une tumeur, une pathologie à l'endroit où elle se trouve vraiment, avec un diamètre et une taille, un diamètre et une localisation. Et l'autre élément, c'est que ces informations vont être transmises par email dès la consultation dans le respect du secret médical. Ça veut dire qu'à la fin de la consultation, le malade il va partir avec un mail sur lequel il y aura des images qui seront anonymisées, sur lequel il y aura la stratégie. Alors c'est important parce que ce matin, on a parlé de réalité augmentée, on a parlé de choses très compliquées. Et en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que ce que je vais vous montrer, ce n'est pas la modélisation du foie du patient. C'est la modélisation d'un foie standardisé autour duquel on peut faire des variations anatomiques. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir avoir ce genre de choses, il faut construire le foie en 3D et ça demande plusieurs heures, au moins plusieurs minutes. Et lorsque vous avez votre malade qui vient vous voir en consultation avec le scanner, l'IRM, l'écho, le PET scan, vous n'avez pas le temps de faire cette reconstruction. Et en plus, il y a beaucoup trop d'informations là-dessus pour que le malade comprenne quelque chose. Donc il faut simplifier les choses pour que le malade comprenne. Et en plus, l'avantage d'avoir ce modèle 3D, c'est que finalement, vous allez faire un outil qui va faire la part des choses entre différents points. Et vous allez, sur ce modèle 3D, faire la synthèse des différents examens qui va vous amener, le scanner, l'IRM, le PET scan, l'échographie, en disant finalement, ça, c'est pas une métastase, c'est un kyste biliaire, et finalement, il n'y a que 2 métastases, et je néglige ça. Alors que si vous aviez fait la reconstruction directement de tout ça, vous auriez mis des informations qui n'étaient pas importantes. Donc ce schéma de synthèse, c'est un schéma qui va vous permettre de synthétiser la pathologie du malade en intégrant justement la synthèse de tous les examens qui vont vous permettre d'être réalisés. Maintenant, peut-être qu'on peut montrer l'outil, comment ça marche. Là, je peux rajouter... Ah ouais, c'est bon. Je peux rajouter, par exemple... Par exemple, ici, ici, vous voyez, il y a une seule artère. Ici, il y a une seule artère. Et ben, je peux rajouter, si j'ai envie, une artère hépatique gauche, parce qu'en fait, ce malade, il a une artère hépatique gauche, parce que j'ai regardé le scanner, il a une artère hépatique gauche. Moi, j'ai une artère hépatique droite, pareil. Donc, en fait, j'ai des variations anatomiques qui sont ici, que je vais pouvoir représenter en fonction de l'anatomie du malade. C'est-à-dire que je regarde le scanner du malade et je suis capable de systématiser les choses. Pareil au niveau du système fort, au niveau des voies biliaires. Vous voyez que ici, j'ai une bifurcation biliaire classique avec une voie biliaire, un canal gauche, un canal droit. Et bien, hier, on a parlé un petit peu du cholangiocarcinome périhilaire. Et là, par exemple, je peux avoir une trifurcation, c'est-à-dire, hop, le secteur postérieur qui vient rejoindre au milieu. Et donc, je vais comme ça pouvoir faire une anatomie qui n'est pas exactement l'anatomie du malade, mais qui est une anatomie qui se rapproche de celle qu'il a. Et finalement, j'ai intégré là-dessus les problèmes qui posaient, enfin, les anatomies qui posaient problème. Je peux rajouter, en appuyant là-haut, l'artère, la veine porte, enfin pas l'artère, le poumon, le diaphragme et l'estomac. Et évidemment, j'ai cette version-là où j'ai le foie en complet. Et, voilà. Et donc, en fait, je prends à chaque fois des images en appuyant sur le bouton là-haut, et je prends les images que je mets dans le petit imagé ici. Et voilà. Donc ça, en fait, j'ai fabriqué l'anatomie du malade en fonction de l'analyse que je fais en consultation, rapidement d'imagerie, mais n'importe quel chirurgien hépatique sait faire ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer là en appuyant sur maladie et je vais appuyer sur un bouton, sur mon doigt, laisser mon doigt sur le foie et vous voyez, il y a une boule qui arrive là, qui est une boule qui représente une tumeur. Et je vais dire, bah, par exemple, la boule, je la mets là, c'est une métastase hépatique de cancer du côlon.
et elle fait 5 cm, je la mets comme ça, ici, je dis, ben voilà, vous avez cette métastase, elle est là, elle fait 10 cm, et puis vous en avez une autre ici, un peu plus bas, qui est là, et celle-là, elle est plus petite, elle fait, voilà, 3 cm. Donc ici, vous voyez que j'ai marqué nodule 1, nodule 2, et en fait, l'ordinateur, il sait où se trouve le nodule 1 et le nodule 2. Parce qu'en fait, le foie, il est localisé. Vous voyez qu'ici, il y a marqué distance de la porte 1 cm, segment 5-6. Si je bouge celui-là, vous allez voir que ça va bouger. Et en fait, le logiciel sait où se trouve le nodule. Vous avez compris quoi ça servait? Ça, c'est la suite. C'est pour que ça communique avec une base de données. En fait, je fabrique mon truc. Ensuite, je mets ça dans j'ai une petite photo. Et ensuite, je dis, ben voilà, ça... Vous voyez, on va vous faire de la chimiothérapie, et la chimiothérapie, ça va faire diminuer les métastases, et donc le monsieur comprend qu'on lui fait de la chimiothérapie, ça fait diminuer les métastases. Ensuite, on va lui dire quoi? On va lui dire, bah voilà, maintenant il faut que je vous enlève tout le foie droit. On va simplifier un peu. Heureusement que René Adam est dans la salle, mais donc on va vous enlever tout le foie droit. Donc en fait, je dis, bah voilà, on va faire une chirurgie, une hépatectomie droite. Donc l'hépatectomie droite, ça consiste à faire ça. Donc je vais faire une hépatectomie droite. Une hépatectomie droite, elle est là, hépatectomie droite, voilà, hépatectomie droite. Et je dis, mais en fait, c'est un peu embêtant parce que vous êtes un peu fragile, et donc si je fais ça, j'ai peur que ça soit un peu limite en termes de volume de foie résiduel. Donc, avant l'hépatectomie droite, je vais revenir à ça, et je vais dire, en fait, on va vous faire une embolisation portale. L'embolisation portale droite, c'est-à-dire qu'on va aller sténoser la branche droite de l'artère hépatique, et donc le type comprend qu'il y a une sténose de la branche droite de l'artère hépatique. Vous voyez, c'est... Voilà, on sténose sa branche droite, et ça, le fait de sténoser sa branche droite, ça va entraîner une atrophie du foie droit, une hypertrophie du foie gauche. Vous voyez le foie gauche qui s'hypertrophie, et comme ça, le foie droit qui s'atrophie. Donc le malade comprend qu'il va avoir une atrophie droite et une hypertrophie gauche, et là pareil, vous faites une photo, et donc après vous dites, bah voilà, maintenant qu'on a fait ça, on peut faire l'hépatectomie droite dans de meilleures conditions, et bah voilà, on fait ça, on prend une photo, et hop, on fait ça. Et donc là, le type il comprend qu'il va lui rester ça comme foie, on fait une photo, et après on dit, bah voilà, en plus votre foie, il va regrossir après la chirurgie, et pour qu'il comprenne que c'est pas le foie de l'autre côté qui gonfle, mais c'est celui-là qui grossit, et ben j'ai fait un truc très simple, en fait c'est celui-là qui reprend un peu de volume, comprendre que c'est bien ça qui grossit et pas l'autre qui régénère. Et je refais une photo. Et en fait, l'intérêt de ce truc-là, c'est qu'à la fin, j'appuie sur la petite enveloppe qui est là, et ça va m'envoyer un mail avec là-dedans toutes les images. Si tu fais défiler le mail, tu as toutes les images qui sont inhérentes à la stratégie chez le malade. Tu peux le connecter à ce que tu veux. Et donc voilà, donc en fait, ça, je l'ai inventé pour... tu vas pas revenir à la présentation? Ça, je l'ai inventé pour... Voilà. Je l'ai inventé pour ça. Je l'ai inventé pour pouvoir communiquer entre patients et malades pour essayer justement d'améliorer les choses dans ce domaine de la communication. Et en effet, c'est-à-dire que ça, c'est en téléchargement libre, c'est gratuit. Et l'objectif, c'est de le faire dans d'autres spécialités. Actuellement, on est en train de le faire en ORL. On est en train de le faire en chirurgie du poumon. On est en train de le faire en chirurgie pancréatique. Donc, on est en train de développer plein de choses dans ce goût-là. Donc, alors ça, je l'ai fait comment? Je l'ai fait avec des gens qui font des jeux vidéo. Ça, c'est un mec qui s'appelle Kevin Glass. On est passé au magazine de la santé et compagnie, mais ma grand-mère était contente. Et donc ça, on l'a fait dans le domaine de la chirurgie du foie, et c'est en travaillant avec des gens qui font des jeux vidéo. Et voilà, donc et ça permet justement de faire ça. Alors maintenant, ça, c'est vraiment pour moi un premier step vers la suite. La suite, c'est le fait de pouvoir renseigner en peur opératoire des bases de données de ce qu'on a fait. Et j'espère qu'un jour, eh bien, on va pouvoir, comme ça, améliorer notre prise en charge pour créer vraiment ce cercle vertueux dont on parlait ce matin. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est ça, c'est que à l'hôpital public, on doit arriver à ça.
on doit créer un cercle vertueux entre les bases de données, la recherche clinique, les documents cliniques autoproduits, le codage automatique des séjours qui va permettre de créer de la valeur, qui va permettre de créer des salariés pour les techs. Les techs vont utiliser ça pour créer des bases de données, etc. Et là, on peut mettre dans la boucle des laboratoires publics-privés pour qu'on crée de la valeur. Ça veut dire qu'en fait, on peut tout à fait, avec la santé, développer, créer de l'argent. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est un problème de gâteau. Quand on a un gâteau, soit on décide de partager le gâteau est petit, on fait plein de petites parts, soit le gâteau est gros et on fait des grosses parts. Donc l'objectif, c'est que le gâteau soit gros et qu'on fasse tous des grosses parts. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'il n'y en ait pas certains qui bouffent des plus grosses parts que d'autres dans un gros gâteau. Donc c'est ça le problème de fond, il est là. C'est qu'il faut qu'il y ait une régulation de tout ça pour qu'on arrive à quelque chose qui marche bien. Parce que de toute façon, voilà, parce que de toute façon, la suite de ça, c'est quoi? C'est que de toute façon, vous savez, les malades, quand ils viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils font avant? Ils vont regarder qui c'est, le professeur Tartampion, etc. Ils vont regarder sur Google, sur machin, sur truc. Pourquoi? Parce que vous faites la même chose quand vous allez voir, est-ce que machin, il opère bien ou il opère pas bien? En fait, donc, on va de toute façon être avec des choses qui vont exister. Actuellement, ça existe dans les hôtels, ça existe dans les restaurants. Et je vais vous livrer un truc qui est un secret, c'est qu'il y a un monsieur qui s'appelle Stanislas Niox-Château. Stanislas Niox-Château, c'est le monsieur qui avait créé la fourchette. La fourchette, il a revendu à TripAdvisor, et TripAdvisor fait marcher la fourchette. Mais en fait, vous savez ce qu'il a fait, Stanislas Niox-Château? Il a créé un truc qui s'appelle Doctolib. Vous savez ce que c'est, Doctolib? Doctolib, c'est la plateforme de prise de rendez-vous par Internet. Et Doctolib a été sélectionné comme l'outil qui va permettre de prendre des rendez-vous par Internet à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Donc, évidemment, Stanislas, il dit que c'est pas pour faire du ranking. Mais quelque part, quand même, je pense qu'après un mec qui a créé la fourchette, j'ai du mal à croire qu'il n'ait pas une idée de se dire « machin est meilleur que celui-là ». Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je m'en fous qu'on m'évalue. Je travaille 14 heures par jour, je me fous complètement qu'on m'évalue. Qu'on dise que je suis un mauvais en bon chirurgien, mais qu'on ait des datas propres pour me dire que je suis... Et après, comme ça, je pourrais me payer la Ferrari. C'est que on aura, si on considère que je suis un bon docteur, eh bien, toute mon équipe sera valorisée. Et pas uniquement le patron, mais de la nana qui nettoie les toilettes jusqu'au chef de service. Il faudrait qu'il y ait une incentive sur la qualité des soins. Et c'est comme ça. Si on veut faire sortir l'hôpital public de son marasme, qui quand même, en France, le marasme, il est quand même assez loin, on a quand même une médecine de qualité, ce qu'il faut faire, c'est qu'on arrête l'égalitarisme. Le problème, c'est l'égalitarisme. C'est la volonté d'avoir quelque chose qui est identique pour tout le monde. C'est une connerie. Il faut que ça soit équitable, mais pas obligatoirement égal. Ça veut dire qu'il faut changer les mœurs là-dessus, et je pense que la seule manière de faire, c'est en effet de trouver des moyens pour pouvoir récupérer proprement les datas, qu'elles soient justes, et qu'on puisse obtenir ce cercle vertueux dont on parlait tout à l'heure. Je vous remercie.